Sud. Cap Sud continue et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir dans cette émission Beau Contas que nous recevons Madame Pascale Potiron. Je vais la laisser se présenter. Elle a plusieurs casquettes, donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé en radio. Madame Potiron, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Donc Pascale Potiron-Rosillette. Donc je suis consultante et formatrice en prévention des risques psychosociaux et management de la qualité de vie au travail. Je suis référencée donc par la Caisse générale de sécurité sociale et habilitée par la DIECT en tant qu'intervenante en prévention des risques professionnels. J'ai aussi une casquette de médiateur professionnel. Alors aujourd'hui, ça consiste en quoi? J'interviens dans les entreprises, j'accompagne les chefs d'entreprise à mettre dans leur structure une démarche de prévention des risques psychosociaux, mais aussi des risques professionnels en général, notamment à travers l'élaboration du document unique. D'accord, donc très rapidement, on peut dire deux mots. Quand on parle de risques psychosociaux, il s'agit de quoi? Alors, quand on parle de risques psychosociaux, pour faire vite, on parle de souffrance au travail. Tout ce qui est violence interne, violence externe, stress, harcèlement moral, harcèlement sexuel, tout ce qui est aussi épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Je me rappelle des dernières émissions que nous avons eues. On faisait le rapport entre le côté, la rentabilité d'une entreprise par rapport au bien-être des salariés. Voilà, tout à fait. On en a parlé comme un enjeu de performance économique et sociale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mieux les salariés seront au sein de leur entreprise et à leur poste, plus l'entreprise sera rentable, puisqu'un salarié qui va mal sera souvent absent, sera moins productif et forcément la performance de l'entreprise va en prendre un coup. Alors, juste avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'ai vu un petit reportage à la télé. On disait que les Français avaient pas un très bon comportement au travail parce qu'ils voulaient travailler trop, sans forcément être efficaces, donc avec une bonne présence au travail, mais pas avec des attentes peut-être suffisamment. Bon, on parle d'une manière générale. Alors, les Français, je ne sais pas. En Martinique, je ne dirais pas que ce sera tout à fait ça. Je D'accord. ne traduirai pas cela comme ça. Mais vous avez deux types de personnalités. Vous avez ceux qui auront une grande conscience professionnelle et qui vont s'investir à fond. Parce que lorsqu'il disait ça dans le reportage, ça veut dire que ils ont la conscience professionnelle, mais au détriment des fois de la santé. C'est-à-dire en ne voulant pas s'arrêter. Voilà. Donc en fait, c'est là qu'on peut se retrouver en situation de burn-out parce qu'on va mettre en place un engrenage qui va être du surinvestissement, du surengagement, mais l'organisme ne suit plus. Et en principe, quand on a une grande conscience professionnelle comme ça, on se prend pour un Superman ou un Superwoman et on fait fi des alertes que donne le corps. On a des maux de tête, on a des fatigues, etc. C'est un peu culturel, ça? Ou c'est la culture de la façon de manager, peut-être? Oh mon Dieu! Alors, le management, on va y arriver de toute façon. Le manager va permettre aux salariés de s'investir de façon mesurée. Mais le manager aussi est concerné par la mesure même aussi. Oui, parce que surtout les managers intermédiaires, ce qu'on appelle les managers de proximité, parce que leur métier n'est pas facile, c'est stressant. Ils ont à gérer les équipes, mais ils ont aussi des comptes à rendre. Et parfois, ils ont des comptes à rendre à la direction, aux administrés, aux clients, au commercial, à la DRH. Donc, le manager est quand même au centre de la prévention des risques, puisque il va avoir de plus en plus de responsabilités et parfois avec de moins en moins de moyens et de moins en moins de pouvoir. Donc, et un manager n'aura pas office de fusil pratiquement. Tout à fait. Et puis il n'aura pas cette je vais dire réaction de dire qu'il est en situation de stress. Un manager ne dit pas qu'il va pas bien, il dit pas qu'il est stressé. J'imagine il va perdre face à parce qu'il faut qu'il garde quand même la face aux collaborateurs et puis surtout face à sa direction, parce que on a
toujours l'impression que la direction n'est pas prête à entendre, qu'on est en situation de stress, ce qui n'est pas forcément la réalité. Ça dépend des entreprises, ça dépend de l'employeur. Alors, on est déjà quand même entré dans le vif du sujet, parce que ce matin, on parle de prévention des risques psychosociaux en acte de management. Donc, on en parlait il y a quelques petites secondes. Ça veut dire que eux aussi, les managers, peuvent être en souffrance. Oui, les managers peuvent être en souffrance, mais les managers ont aussi une responsabilité. Ah, aussi, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils peuvent être mis en cause d'ailleurs sur le plan juridique. Un manager peut se retrouver face au tribunal suite à une situation de harcèlement. Lui tout seul, pas le chef d'entreprise forcément. Lui tout seul. Ou avec le chef d'entreprise. Ça dépend de la situation. Chaque situation est unique. Mais il faut vraiment que le manager connaisse ses droits et ses devoirs vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de sa direction, et puis lui-même en tant que manager, comment il peut se préserver. C'est important. Donc, il y a vraiment pour les entreprises une réflexion à mener sur les niveaux de prévention. Il y a le travail, il y a le management, il y a l'individu et il y a tout ce qui est collectif. Donc, le travail, ça va être, ce qu'on appelle le bien travailler. Qu'est-ce qu'attend un chef d'entreprise? C'est que son travail soit fait le plus rapidement possible, c'est une question de rentabilité. On est dans un système économique qui veut cela. C'est une question de compétitivité. La concurrence est accrue, donc forcément, le chef d'entreprise attend de ses équipes, de ses salariés, qu'ils soient de plus en plus performants, mais en demandant de moins en moins de moyens, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui est presque contradictoire. Effectivement, ouais. Donc, ce type de phénomène peut être pris en compte en prévention des risques psychosociaux et être accompagné et éviter que les salariés se retrouvent en situation de souffrance. Alors la question, justement, ça veut dire, est-ce que ça voudrait dire que il y a quelques années, on n'avait pas on va dire d'infos pour pouvoir se dire à quel moment j'en demande trop, à quel moment où comment trouver l'équilibre, justement. C'est parti de quoi, justement? Alors c'est parti de quoi? Il y a des études qui ont été faites depuis une vingtaine d'années. On parle de la prévention des risques psychosociaux. Vous avez le Code du travail, notamment l'article 41-21-1 qui dit que l'employeur est le garant de la santé mentale et physique de ses salariés. Et puis, vous avez des accords comme l'accord du 23 juin 2003. Vous avez le plan régional de santé au travail qui parle de qualité de vie au travail, d'amélioration de la qualité de vie au travail, et puis aussi d'insuffler une dynamique de bonheur au travail pour permettre Oui, ça fait beaucoup sourire, mais bon, c'est ce que prévoit le plan régional, d'insuffler une dynamique de bonheur au travail pour que les salariés se sentent. On passe plus de temps au travail que chez soi. Ouais. Donc, l'idéal aurait été qu'on se sente bien au travail et pour pouvoir fournir un travail de qualité et par conséquent, c'est tout bénef pour l'employeur. En tout cas, il y a des outils. Si on en parle, c'est qu'il y a des outils. Oui, bien sûr, il existe des outils. Alors déjà, puisqu'on est censé parler des managers aujourd'hui, déjà, le manager doit être soutenu. Alors, souvent, dans les entreprises, quand on dit que le management doit être soutenu pour pouvoir prévenir les risques, pour pouvoir mieux encadrer ses équipes, on va penser formation. Certes, la formation va permettre cela. D'ailleurs, c'est prévu dans le Code du travail et dans les principes généraux de prévention. Mais il y a d'autres choses, comme des pratiques managériales, comme la prise de recul, comme le soutien. Il existe d'autres outils qui permettent justement aux managers de mieux agir. Par exemple, un manager doit pouvoir évaluer la charge de travail de ses collaborateurs, d'accord? Pour pouvoir vérifier les ajustements à la régulation. On doit savoir, avant de donner un objectif, une tâche à un salarié, on doit vérifier sa capacité à pouvoir faire la tâche en termes de moyens, en termes de compétences. Donc ça veut dire qu'il a une bonne connaissance quand même de ses équipes. Il vaudrait mieux. Un bon manager doit connaître ses équipes. Sinon, il va être en difficulté. Il va être souvent surpris. D'accord ?
Autre chose, un manager doit être capable de déléguer, de donner de l'autonomie à ses salariés pour qu'ils se sentent davantage écoutés et impliqués. Ils doivent avoir des marges de manœuvre. Un salarié qui n'a pas de marge de manœuvre va se sentir, on va dire entre guillemets, fliqué. Il va se sentir, il va être soumis à des souffrances et du stress parce que il y a constamment une pression et qu'il n'a pas forcément l'autonomie qu'il faut pour pouvoir réagir. Or, en principe, quel que soit le poste, quel que soit le métier, on est souvent face à des effets de réactivité. On doit être réactif face à une situation imprévue, face à des aléas. Et seul, s'il se sent soutenu par son manager, le salarié pourra faire ça. Le manager, c'est pareil. S'il se sent soutenu par sa direction, il pourra mettre en place... Ça peut faire effet domino, tout ça, alors. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. L'entreprise, c'est la collaboration. Il n'y a pas celui-là travaille de son côté, l'autre ça. Non, tout le monde travaille ensemble. J'aime dire, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vraiment une question d'équipe et de cohésion d'équipe qu'il faut mettre en place dans les entreprises. Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience de plus en plus. De plus en plus, oui. Oui. Et à ma grande satisfaction, je rencontre de plus en plus de chefs d'entreprise qui, soit, s'ils n'avaient pas pris conscience, sont sensibilisés et en tiennent compte. S'ils en avaient pris conscience, commencent à mettre en place, en fonction de leurs moyens, des actions pour la prévention des risques psychosociaux et puis tout ce qui est qualité de vie au travail. J'imagine que lors des fois d'interventions comme vous menez des fois dans les entreprises, peut-être que là on peut prendre conscience de la problématique de comportementale, on va dire, de certains employés et de pouvoir peut-être cibler des problèmes qu'on ne voyait pas ou qu'on ne mettait pas un nom dessus. Voilà, c'est ça. L'idée, quand j'accompagne les entreprises en prévention des risques psychosociaux, on fait d'abord un diagnostic. Le diagnostic va permettre quoi? De repérer tous les dysfonctionnements, toutes les souffrances qui va, ce qui ne va pas. C'est parce qu'il y a aussi des choses qui vont. Donc, repérer ce qui va pour pouvoir les mettre en avant et les améliorer. Repérer ce qui ne va pas, soit pour les supprimer, soit pour les améliorer aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des plans d'action pour que les entreprises travaillent dans de meilleures conditions. Et puis quand le salarié se sent pris en charge, quand il a ce constat que son chef d'entreprise est vraiment présent et met en place des actions pour qu'il travaille dans de meilleures conditions, il ne sera que plus satisfait et il ne sera que plus motivé et plus impliqué. Et donc l'entreprise a tout intérêt à agir de cette façon. Ce sera un signe de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance. C'est ça. Donc, qu'au niveau du manager, qu'au niveau des salariés, on a tous besoin de reconnaissance. Et le manager, là, il va se sentir soutenu. Ça va donner du sens à son travail. Il va pouvoir avoir des outils pour agir face aux situations difficiles, gestion de conflits, les agressions, les conflits internes entre collègues, qui ne sont pas les plus faciles à gérer. Ouais, j'imagine. Ouais. Et puis, en termes de changement, parce qu'il faut toujours accompagner le changement, ça va être plus facile aussi pour lui de travailler. Il y a aussi pour le manager, ce qu'on appelle la conciliation vie professionnelle et vie privée. Trouver le juste équilibre. C'est vrai que c'est pas pareil pour un salarié ou un manager. Il y a des choses sûrement d'autres paramètres à prendre en compte. Voilà, tout à fait. Bon, le salarié, 80% quand des salariés, quand il a fini de travailler. Ouais. Le manager n'a jamais fini de travailler. C'est ça. En principe, le manager va se retrouver à répondre encore au téléphone dans la soirée, à rédiger des mails, à partir du bureau plus tard, à être très tôt au travail. Et le week-end, pareil, en principe, le manager est constamment sollicité ou se sent constamment obligé de pouvoir répondre à des situations en dehors des heures de travail. J'ose imaginer que souvent les managers
manager, quand il y a des problématiques, ça peut être très grave quand même. Oui. Un manager qui se retrouve confronté à un conflit larvé au sein d'une équipe, ça va le mettre en situation délicate parce qu'il aura à gérer la souffrance des salariés et il aura à gérer le fait que le travail ne sera pas fait correctement. Ça peut provoquer des phénomènes de clan, ça peut partir vraiment dans une dynamique qui peut aller jusqu'à la violence. Il peut se retrouver à gérer une situation de harcèlement et c'est une des situations les plus difficiles à gérer. Donc, on peut dire que vraiment le manager n'est pas immunisé contre le stress, bien au contraire, il est en plein dedans. Ouais. Et c'est vrai que j'espère qu'avec justement cette émission que vous allez regarder les managers autrement finalement. Parce que des fois, je dis, on les voit comme des tensionnaires, des flics. Ça peut se comprendre. Ouais. Après, vous avez des managers qui ont la fibre managériale et qui ont la capacité, les compétences à réagir face à un salarié. Vous avez malheureusement, c'est un phénomène que j'ai constaté, des managers qui sont de bons techniciens, qui ont été de bons techniciens et de bons leaders, que l'on a promus à un poste de manager, mais sans la formation qu'il fallait avec, et qui se retrouvent parfois perdus face à la gestion d'une équipe, surtout si l'équipe, c'était ses collègues au début. C'est ça. Ouais. Donc, il y a vraiment des sentiments d'ego, de conflit qui peuvent s'installer à ce moment-là et compliquer la tâche du manager, surtout s'il n'a pas été accompagné et formé à ces nouvelles fonctions. Alors, si on est un manager, quels sont les signes qui doivent nous alerter? Parce que des fois, puisqu'on en parlait dans les premières émissions, on ne sait vraiment pas qu'on est en crise ou qu'on fait un burn-out, on n'en sait rien des fois. Un manager qui travaille de plus en plus. D'accord. De plus en plus, il reste 10 minutes de plus, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Un manager qui fait un rapport en 10 minutes constate qu'au fur et à mesure, il prend 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour le faire. Il a du mal à se concentrer. Il est irritable. Il dort mal. Il ne mange pas correctement. Il va passer de 2 cafés dans la journée à 8 cafés dans la journée. Il va fumer davantage. Il va consommer plus de médicaments. D'autres vont se diriger malheureusement vers l'alcool, vers les médicaments. Un manager qui va avoir de plus en plus de mal à se rendre au travail, c'est-à-dire qu'il va arriver avec la boule au ventre. Un manager qui va se sentir dépassé mais qui ne voudra pas l'admettre. C'est-à-dire, il va se donner au maximum tout en réalisant qu'il n'y arrive pas, mais sans vouloir le faire savoir ou le reconnaître en lui-même. Donc, tous ces symptômes-là sont de nature à interpeller le manager pour tirer la sonnette d'alarme. Oups, j'arrive pas à me concentrer, je dors mal. Mes équipes me font des remarques parce que je suis irritable, j'ai changé, je bois de plus en plus de café. Même chez moi, ma femme, mon mari, mes enfants ne me sentent pas aussi disponible. Je suis de plus en plus fatiguée, je commence à avoir des palpitations, des maux de tête. C'est vrai que même pour se poser ces questions-là, peut-être que ça ne lui viendrait même pas l'idée de se poser ce genre de questions. J'aime à dire que le burn-out, c'est comme quand on est cocu, on est le dernier à le savoir. Hélas. Les autres ont déjà constaté qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et nous, on est tellement en train j'ai été manager pendant 13 ans, on est tellement persuadé qu'il faut qu'on fasse bien, même si on ne va pas bien, que, écoutez, on ne s'en rend pas compte. Et il faut vraiment que le manager s'occupe de son propre stress, qu'il prenne en main son propre stress, quitte à dire, il me faut 2 jours de congé, il faut que je réorganise les choses, il faut que je donne plus d'autonomie aux salariés, il faut que je demande de l'aide, tout simplement, à la direction, demander une assistante. Il faut vraiment penser à gérer son propre stress et peut-être réorganiser sa façon de travailler. Il faut rechercher aussi le meilleur équilibre performance-bien-être. D'accord, toujours se poser la question, est-ce que je suis efficace comme ça à moyen terme, à long terme, à court terme? Il faut se sortir du mode
pompier. Ne pas toujours être en train d'être dans la réactivité, à éteindre les feux, à gérer les urgences. Le stress devient chronique quand il se répète tous les jours de façon continue. On peut avoir une situation de stress ponctuel qu'on arrive à gérer. Bon, ça arrive quand on doit prendre la parole, quand on a un appel d'offres, un dossier important, etc. Mais on arrive à retrouver l'équilibre au fur et à mesure des jours qui suivent. Mais si on est constamment comme ça, tous les jours, toute la journée, on n'a pas le temps de retrouver l'équilibre. Et là, le corps va mettre en place des phénomènes où on va se retrouver en stress chronique parce qu'on n'a pas le temps de récupérer. Et c'est là que vont se développer des maladies, des pathologies qui peuvent aller jusqu'au burn-out, malheureusement. Alors, on arrive presque au bout de cette émission. Je suppose que ça ne concerne pas que les petites entreprises, ça concerne les entreprises de toute taille. Oui, toute taille. Hein. Vous avez des entreprises de 1200 salariés qui sont concernés, comme des chefs d'entreprise qui travaillent tout seuls, qui peuvent être concernés. Ouais, c'est ça. Alors là, ils n'auront pas une équipe à gérer, mais ils auront des clients à gérer et peuvent se retrouver dans une situation de stress chronique ou de burn-out parce que ils sont tout seuls, donc isolés. Et ce facteur aggravant de la situation de stress pour le manager, pour le chef d'entreprise, de se retrouver seul. Et celui qui a un salarié peut se retrouver dans cette situation parce que là, l'équilibre économique est encore plus délicat. Si jamais le salarié n'est pas là, c'est ça. Et puis, ça peut créer d'autres problématiques plus importantes. Un salarié qui meurt, un salarié qui est en souffrance. Donc, ça peut créer beaucoup de problèmes. Alors, donc, on va quand même, juste avant de terminer, donc, de rappeler que vous intervenez aussi dans les entreprises qui sont demandeurs, c'est ça? Oui, j'interviens dans les entreprises à travers la mise en place d'une démarche qui va passer par de l'analyse, de la construction de plans d'action. Et je dois dire aussi par la mise en place d'outils, notamment un outil qui fonctionne très bien, c'est la médiation. La médiation permet de gérer des situations de prévention des risques psychosociaux. Tiens, ça fera le sujet de notre émission, à savoir qui est-ce qui peut justement, qui peut faire la médiation? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur, de l'entreprise? En entreprise, il vaut mieux faire appel à un médiateur professionnel extérieur parce que lié par son code de déontologie qui va être la confidentialité, l'impartialité, il ne prendra pas parti, la neutralité, les salariés ou les managers seront plus amènes d'être à l'écoute et de vouloir faire cette démarche parce que la médiation, c'est une démarche volontaire. D'accord. Donc vraiment, c'est un espace où les gens pourront se dire les choses, pourront renouer le dialogue et chercher ensemble une solution gagnant-gagnant et trouver un intérêt commun puis chercher une solution gagnant-gagnant où ils vont pouvoir résoudre une situation. On peut avoir de la médiation préventive et on peut avoir de la médiation curative. Préventive, si on sent venir une situation délicate, si on sent venir un conflit vis-à-vis de changement d'organisation, par exemple, changement de planning, etc., on peut déjà mettre la médiation en place pour trouver une solution commune, une solution qui conviendra à tout le monde. Mais on peut mettre aussi de la médiation en cas de gestion de conflits déjà larvés. Ça va permettre aux deux protagonistes concernés de se dire les choses, mais dans un cadre serein, avec une personne qui va leur permettre d'exprimer par des techniques qui existent. Les médiateurs sont formés, c'est pour ça qu'on parle de médiateurs professionnels. On ne devient pas médiateur du jour au lendemain. C'est un métier. Les médiateurs sont formés pour pouvoir amener ces personnes à renouer le dialogue, à retrouver la confiance en eux-mêmes pour pouvoir dire peut-être que telle solution, etc. Et puis ensemble, ils retrouvent des solutions. Donc vraiment, et à partir de là, mettre en place des plans d'action ensemble. Donc, ça peut être avec le manager, ça peut être entre salariés, ça peut être avec la direction et trouver... Et ça évite de partir dans des conflits généraux, dans des phénomènes de clan. Ça peut arriver jusqu'à une grève. Ça évite les grèves et ça évite de se retrouver au prud'homme, au tribunal. Franchement, la médiation peut être... Je dis souvent que la médiation, c'est un véritable outil de prévention des risques psychosociaux. D'accord. Bon, on va terminer
sur ces quelques mots. J'ai vu que ça a été très très vite. Je ne sais pas si on pourra inclure la prochaine fois qu'on se verra pour parler un petit peu de la médiation. On peut faire une émission, oui, bien sûr, concernant la médiation. Comme ça, on ouvrira l'antenne aux auditeurs s'ils ont des questions. Avec je pense plaisir. que ça leur parle certainement. On va vous laisser, Madame Potiron, Pascale Potiron-Rosillette, nous rappeler vos coordonnées. Donc, oui, alors le téléphone 06 96 98 30 35. Voilà, donc j'espère que vous avez bien noté. Et puis, on se voit peut-être dans 15 jours. Oui, bien sûr, et on pourra faire le thème sur la médiation professionnelle en entreprise. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt. Tes matinées ne seront jamais plus pareilles. Du lundi au vendredi, 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud.